Elle est dingue, elle est folle, surtout dans la représentation, mais surtout dans sa popularité. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'attendais en allant dans cette série-là? Non. Comment t'es arrivé sur cette série-là d'ailleurs? Comment je suis arrivé sur cette série? J'étais en formation de comédien à l'Actors Factory du coup. À la base, je savais pas trop pourquoi. Quand j'ai commencé à découvrir la méthode et tout, je me suis dit j'aimerais bien faire du casting, ça serait cool, de la direction de casting. Et en fait, on fait des petits cours ouverts au public le vendredi à partir du mois de janvier. Et à ce cours, au tout dernier de ma deuxième année, donc de ma dernière année de formation, il y avait Léa Coquin, l'ancienne directrice de casting, qui s'était occupée des saisons 1 à 4 de Scam, qui était dans le public et qui m'a vu à l'occasion d'un de ses cours et qui m'a appelé 2-3 jours après pour me proposer de passer le casting, quoi. Parce que l'Actors Factory, on va en parler tout de suite comme tu viens de lancer là-dessus. L'Actors Factory, pour les gens qui ne sont pas comédiens ou qui ne sont pas aspirants comédiens, c'est une école de théâtre dans la nouvelle veine de ces écoles qui sont pas cours Simon, cours Florent, etc., qui ressemble beaucoup à ce que faisait Lee Strasberg dans l'Actors Studio au début des années 50. Wow. C'est-à-dire que tu viens de dire 3 trucs, si ma coach t'entend, elle te démolit. C'est-à-dire qu'au niveau de la création de groupe, c'est quelque chose qui n'est pas, ce sont pas des cours à 2000 personnes, etc. Bien sûr. On demande vraiment à connaître le comédien. Comment est-ce que tu pourrais définir l'Actors? Voilà, moi je t'ai dit ça parce que j'ai toujours ce tic de langage de dire école, elle supporte pas, pour elle c'est un studio, c'est pas du tout une école. Ouais. Mais parce qu'en fait c'est ça, elle a un truc vraiment aux antipodes des méthodes françaises un peu d'acting. Et alors donc en fait ce n'est pas une école de théâtre, c'est une... De quoi? Ah, pardon. C'est pas vraiment une école de théâtre. En fait, c'est vraiment, non, c'est même pas du tout une école de théâtre. C'est vraiment une formation d'acteurs basée pour le cinéma, je veux dire. Pour le cinéma, c'est vraiment, on travaille face caméra, on travaille sur le processus organique de l'acteur. C'est pas du tout une école de théâtre. Et comment je pourrais en parler? En fait, c'est une formation en 2 ans où on travaille dans un premier temps sur notre instrument de travail, donc sur nous-mêmes, en fait, un gros travail sur nous, qui nous permet ensuite d'enlever tout ce qui est masque, etc., pour en fait ne pas prétendre face à la caméra, mais pour vraiment vivre des choses, quoi. Donc t'es arrivé sur Scam avec cette formation-là, parce que tu viens de dire que du coup t'étais à l'Actors avant. Donc c'est-à-dire que t'as abordé le personnage avec cette formation-là? Ouais. Avec ses professeurs ou de tout seul? Alors j'ai abordé dans un premier temps tout seul. Et ensuite, pour chaque rôle que je joue, je me fais aider par ma coach, en fait par la personne qui m'a formé à l'Actors Factory, qui donne aussi des coachings pour les acteurs qui ne sont même pas forcément de la formation. Et moi, à chaque fois, quand j'ai poussé mon processus créatif de personnage au maximum, je vais la voir. Et en fait, elle arrive à tirer des petits trucs. C'est pas forcément des trucs hyper importants pour le spectateur, mais c'est des trucs hyper importants pour moi en tant qu'acteur, pour vraiment vivre mon tournage dans les meilleures conditions et comprendre mon personnage encore mieux, quoi. Parce que dans les saisons 3 et 4 de la série Scam, des saisons très populaires, le bouche-oreille a marché, je pense, entre la diffusion de la 1, la 2 et de la 3 et la 4, si populaire que quand on fait des interviews avec vous, c'est directement traduit en Chine, en Angleterre, enfin un peu partout. Dans ces saisons-là, ton partenaire, c'est Axel Orient. Vous avez un arc narratif commun. Vous allez très loin dans les scènes que vous faites ensemble dans une série dite pour adolescence. C'est pour ça que ça m'a pas étonné de voir Euphoria dans tes choix, parce que Euphoria fait ça aussi sur HBO et donc OCS ici en France. On va en parler tout à l'heure. Juste avant, j'aimerais qu'on écoute et qu'on regarde une petite scène de Scam, une scène d'amour entre toi et le personnage d'Axel, pour que justement tu nous expliques si c'est un choix de la mise en scène, de France 3 peut-être, France TV en tout cas, que vous alliez aussi loin, ou c'est tous les deux en tant que comédiens, parce que c'est rare dans une série française, ça n'est jamais arrivé je crois, dans une série très grand public, que les comédiens aillent aussi loin dans une série pour adolescents, qui a été rejoint par Euphoria après. On regarde, on en parle juste après. Je suis ton premier. Premier quoi? Ton premier mec.
Ok, je pense à pour un oui. Et toi? Ah oui. Tu t'es dit quoi la première fois que tu m'as vu au foyer? Je me suis dit oui. C'est sûr, il a peur du noir. J'ai pas peur du noir, putain. Voilà, une très jolie scène avec Axel Orion qu'on embrasse. Alors comment est-ce que vous avez travaillé tous les deux? Je sais que vous tournez beaucoup de ce qu'on appelle minutes utiles par jour, c'est-à-dire que c'est une série qui, ça se voit pas dans la qualité technique de la série, hein. C'est ce que je disais en introduction de l'émission. Vous tournez beaucoup de minutes utiles par jour, pourtant c'est une série de qualité dans la technique. Comment vous faites? Alors vous répétez beaucoup avant, vous en parlez, vous répétez pendant ce qu'on appelle la mise en place, donc sur le plateau, comment ça se passe? Alors on a déjà un gros travail en amont du tournage, donc de répétition avec le réalisateur. Nous avec Axel, on a fait un énorme travail de comment appeler ça? C'est même pas un travail en fait. On a appris à se connaître tous les deux. Premièrement autour d'une bière. Après, on a commencé à se voir chez lui pour répéter, etc. Et ouais, en fait, on a vraiment pris un bon mois entier pour se préparer. On avait notre texte, nos mises en place, on avait tout béton en fait avant d'arriver sur le tournage. Comme ça, une fois qu'on arrivait dessus, c'était l'objectif de David, c'était qu'on n'avait plus qu'à vivre toutes ces couleurs là qu'on avait créées ensemble et ouais, ça a super bien marché parce qu'on se faisait confiance, on était hyper bien encadrés, on était avec une équipe, tu le disais, technique et même la réalisation, enfin je veux dire c'est vraiment des équipes impressionnantes sur Scam parce qu'on a peu de budget, on tourne beaucoup, on tourne très vite, on tourne énormément, c'est-à-dire qu'on dort très peu et vraiment tout le monde est à fond, tout le monde est hyper uni et en fait ça donne une espèce d'énergie de travail où tu comptes pas tes heures, tu t'en fous de tourner 18 heures dans la journée, t'y vas, t'es à fond dedans et limite en fait quand ça se termine t'as l'impression d'avoir un peu rêvé ou t'as l'impression que c'est vraiment passé en une demi-seconde et même les 2 mois de tournage ça passe si vite quoi. Et tu comprenais, avant de revenir sur tes références, pour revenir encore sur ton travail en comédien avec Axel, donc réfléchis à 2-3 références que je vais y aller d'ailleurs tout de suite là-dessus. Est-ce que t'avais vu des films? Est-ce qu'on t'a conseillé des films justement autour, je pense à du Gus Van Sant puisque vos personnages me font vachement penser à du Mulholland Private Idaho. Est-ce que est-ce que du coup t'avais regardé des films, t'as lu des livres? Ou alors est-ce que tu t'es plongé avec tes acquis déjà dans ce personnage? En fait non, je regarde jamais de films pendant que je tourne ou pendant que je prépare un tournage. Ça c'est intéressant, tu peux expliquer pourquoi? Je crois comprendre pourquoi. Tu veux que je t'explique pourquoi? Ouais. Parce que en fait mon moment préféré sur un tournage, vraiment ce qui me fait vraiment vibrer dans mon métier, c'est pas le tournage, c'est tout le mois avant. Toute ma préparation, toute ma mise en condition, tout ce truc un peu d'isolement en fait, c'est vraiment une phase où j'ai besoin d'être seul, où j'ai besoin d'être chez moi, où je change mes habitudes du matin, je redécore mon appart, enfin il y a vraiment tout un travail d'ancrage dans le personnage et ça c'est vraiment la phase que j'adore et en fait elle m'appartient tellement que j'ai pas envie de m'inspirer j'ai pas envie de prendre le risque de voler quelque chose à un comédien, j'ai pas envie de voilà. Moi ce que je fais par contre et c'est aussi honnêtement, c'est presque aussi bien, c'est limite des fois mieux que d'aller au cinéma, c'est que je vais beaucoup dans la rue et j'observe énormément les gens. Mais c'est vraiment pour Scam notamment, c'était vraiment hallucinant, je passais entre 6 et 7 heures par jour à marcher dans Paris et sans but en fait, juste je marchais et des fois il y avait des trucs que je voyais ou des trucs qui venaient tout seul et qu'ensuite le soir je rentrais et voilà je mettais tout sur le papier, je me disais ok ça c'est bon, ça peut être un élément pour telle chose et en fait comme ça au final au fur et à mesure tu construis un personnage complet quoi. Ça c'est super intéressant. Et c'est une série, c'est ce que je disais en introduction, qui est transmédia. Alors quand on dit série transmédia, on comprend pas tout de suite ce que c'est, et pourtant ça a pris ses lettres de noblesse avec cette série en France, bien que d'autres les fait avant, mais vraiment. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent ce que c'est qu'une série transmédia? C'est-à-dire qu'une série qui prend vos personnages et qui diffuse vos aventures en temps réel, une série complètement 2.0. Donc, est-ce que tu comprenais le concept au début? Je comprenais. En fait, je me suis pas attardé à essayer de le comprendre parce que vraiment, jusqu'au dernier jour de tournage de Scam, j'étais vraiment focalisé sur Elliot. En plus, c'est un personnage qui est tellement proche de moi qu'il fallait vraiment pas que je me rate parce que ça aurait pu être très facile d'aller dans ma zone de confort en me disant bon ils m'ont pris pour Maxence donc je vais jouer du Maxence et ça va être facile quoi. Donc non, jusqu'à la fin du tournage j'avais pas trop fait gaffe à ça, enfin j'entendais des trucs, on nous demandait de faire des espèces de selfies de machin pendant le tournage.
je me doutais qu'il allait y avoir quelque chose un peu après dans ce délire-là, mais j'avais compris que la série sortait en temps réel. Donc voilà, un lundi à 10h21, ça sortait le lundi à 10h21 et qu'on était en épisode complet le vendredi à 18h en fin de semaine. Mais j'y avais pas trop fait attention. Mais du coup, tu veux que j'explique, c'est ça ? Non, mais c'est parce que quand Lula, moi, m'avait expliqué ce concept-là quand elle était en phase de tournage, j'avais rien compris. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? D'accord. Et en je fait, peux t'expliquer si tu veux. Voilà, je vais l'expliquer, mais voilà, en vulgarisant le terme pour des gens qui sont pas habitués à ces séries transmédia. Alors en fait, une série transmédia, c'est, il faut que je regarde là ou pas ? Non. Tu veux regarder moi. Une série transmédia, en gros, c'est une série où tu vas suivre. En fait, moi j'aime appeler ça c'est une série que tu ne verras jamais vraiment si tu la regardes pas pendant qu'elle est diffusée. C'est-à-dire que la saison 3 de Scam aujourd'hui, elle est enfin voilà, tu peux la trouver sur le site de France TV /, tu peux la trouver sur YouTube. Mais pendant la diffusion de Scam, en fait, quelque chose, par exemple la scène qu'on a vue tout à l'heure, si elle se passe, alors je vais dire une connerie, je vais me faire éclater par les fans, mais si elle se passe, je sais pas, samedi à 11h21, j'ai dit au pif, et bah cette séquence, elle va sortir samedi à 11h21. Etc. C'est pareil pour toutes les séquences. Et à la fin de la semaine, on a un condensé de toute la semaine. Donc en fait, Scam, Et ce condensé-là, c'est l'épisode entier. C'est l'épisode entier, voilà. C'est ce qu'on a, voilà, c'est l'épisode entier. Et en plus de ça, les personnages ont des comptes Instagram, voilà. Et en fait, on les voit en temps réel pendant les épisodes, etc. Échanger des messages sur leur compte Instagram. Donc ils les mettent en story, comme ça les gens peuvent les suivre. Ils postent des photos pendant que dans les épisodes ils postent des photos. Je veux dire, en fait, c'est si Elliot, bon, il le fait pas, mais je veux dire, admettons, Elliot poste une photo sur Instagram pendant la diffusion d'un épisode de Scam. Si vous actualisez la page d'Instagram à la demi-seconde où il a posté la photo apparaît en fait. C'est hyper immersif comme série. Et est-ce que c'est pas du coup pour un comédien dangereux de se dire quelle est la frontière ou la distance à mettre avec le public qui est extrêmement nombreux devant Scam. Après la scène dont on va parler après justement, je te demanderai par rapport à la communauté LGBT notamment en Chine ou même dans les pays du Moyen-Orient. C'est une série très importante, regardée parfois en cachette. Mais du coup, comment en comédien on met la frontière quand on rencontre vos fans dans des conventions? C'est une des premières séries qui fait des conventions à Séoul. Enfin, c'est un truc de malade. C'est dingue. Comment on fait justement pour voilà, me dire voilà, il y a ce personnage qui est dans vos vies, mais c'est un personnage fictif qui est dans vos vies. Il y a ô combien dans vos vies puisqu'il est partout, Instagram, etc. Et comment on arrive à mettre une distance? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît ça? Ou est-ce que c'est peut-être contraignant du coup de pas pouvoir C'est la question un peu. Non, mais c'est pas quelque chose qui me plaît. C'est pas quelque chose qui me plaît dans le sens où je trouve que voilà, on est déjà hyper connecté, on est déjà, même moi, tu vois, je sais plus quand j'ai vu, je savais même pas qu'il y avait cette fonction sur Instagram, le temps qui passe, tu sais, c'est débile, mais genre tu l'ouvres une fois le matin, une fois au café, une fois machin. Je trouve que c'est pas forcément une bonne solution parce qu'en gros on se sert d'un problème de quelque part de société pour inciter les gens en gros à encore plus consommer d'audiovisuel, etc. Je pense pas que les gens ont besoin de ça. Je pense que les nouvelles générations, il y a des jeunes qui ont envie d'aller au théâtre, il y a des jeunes qui ont envie d'aller au cinéma. On n'a pas besoin de leur donner un truc autant voilà, sur les réseaux sociaux, je trouve, pour forcément les intéresser. Après, moi ça me parle pas, mais je pense que ça peut donner une sorte d'envergure à la série aussi qui est intéressante, parce que du coup moi je sais que quand je regarde des séries qui sont en cours de diffusion, ça manque d'avoir les personnages, ça manque je me dis mais putain, voilà, c'est le prochain épisode, il est dans 1 an, c'est l'enfer. Et ça peut, là je comprends, là ça peut être cool d'aller un jour où je sais pas, tu vois, un soir t'as envie de te faire un épisode de, je sais pas, de Peaky Blinders ou un truc comme ça, et la saison est pas encore sortie et tu te dis vas-y, bah on peut voir en fait entre les saisons ce que les personnages font, et ça fait une sorte de lien, de pont avec les saisons qui forcément sortent à 1 an d'intervalle parce que nous il nous faut le temps de tourner, etc. Et donc il y a un côté intéressant, mais c'est pas ce qui te plaît le plus dans la série. Je vais pas dire que ça me plaît, en vrai, parce que ce serait mentir. Ça me plaît pas vraiment. Je trouve que l'outil est intéressant, l'idée est bonne, mais si ça avait été fait autrement, ça m'aurait convenu, quoi. Alors, un autre extrait de Scam maintenant, et je vais te demander ensuite de réagir sur l'envergure de cette série dans les pays du Moyen-Orient, les pays ou en Chine, les pays où les libertés individuelles sont beaucoup moins évidentes qu'en France et où ton personnage et celui d'Axel ont pris des tournures presque politiques. On regarde un extrait de Scam. Je suis désolé, faut que j'y aille. D'accord. Je t'aime aussi, mon chéri. Remember me, remember me.
un extrait de Scam, un extrait très fort, un extrait. Oh bah en plus t'es ému à le revoir. Ah, bah à peine. Bah je voulais pas t'émouvoir à regarder ta. Mais je sais à quel point ça peut être compliqué parce que je sais que tu as dû beaucoup donner pour cette scène et que tu te remets peut-être dans l'état dans lequel tu étais au moment du tournage. Ah non, je sais pas. Donc bah si moi je sais, je te le dis. Du coup pour changer complètement de sujet, je voulais pas t'émouvoir Maxence, je suis désolé. Non mais non, c'est cool. Non mais c'est beau, elle est trop belle. Ouais. Cette scène, elle est magnifique. Elle me tue quoi. Axel, il est. Tous les deux, vous êtes mais incroyables. le montage, tout la montage, musique, la poursuite, là, ce travelling sur lui, puis quand vous arrivez, le jeu de lumière, je suis complètement d'accord. C'est une des plus belles scènes de cette saison de Scam, et je remercie celle qui travaille avec moi, Mathilde Dandeux, qui a insisté pour que je mette cette scène d'ailleurs. Est-ce que tu as conscience, cette série justement, à quel point elle est importante, puisqu'elle est vue de manière piratée ou parfois de manière légale dans beaucoup d'autres pays qu'en France? C'est incroyable. Elle est plus vue d'ailleurs à l'étranger qu'en France, la série. Ah bon? Je te le dis. Ah, je savais pas. Est-ce que tu as conscience, est-ce que tu as reçu des témoignages? Je redis, je pense à des gens du Moyen-Orient ou des gens de Chinois ou Russes aussi. Russes, c'est incroyable, hein, le succès en Russie. Ouais. T'as reçu des témoignages privés? Ouais, est-ce que tu t'en as conscience? Ouais, on a reçu beaucoup de témoignages en privé. On a reçu aussi beaucoup de vidéos. On a reçu des vidéos, mais hyper touchantes, justement, je sais pas, d'une centaine de personnes. Bah typiquement tu parlais des Russes, j'en ai une en mémoire d'une centaine de Russes qui se réunissaient en cachette pour mater la série, parce qu'on n'a pas le droit là-bas de mater ce genre de fiction, et ouais, c'est hyper touchant d'un côté, mais c'est vrai que ça ramène aussi à une réalité qui est hyper dure quoi. Et nous on a fait Scam par amour du cinéma dans un premier temps, mais on a aussi maintenant en fait vu le message qu'on porte, c'est vrai que c'est ouais, enfin vu l'impact que ça a en fait, ça nous fait prendre des responsabilités qu'on n'avait pas non plus, auxquelles on n'avait pas pensé à la base. Et ouais, quand on voit l'impact que ça a dans des pays comme voilà la Chine, même la Corée, tu vois, moi j'ai vécu en Corée, on pourrait croire que c'est plus libéré, etc., mais pas tant que ça au final. Pas tant que ça progresse lentement, mais c'est pas non plus acquis quoi. Donc de voir ouais que dans tous ces pays-là, les gens regardent ça et sont porteurs de ce message. Bah c'est un truc auquel on s'attendait pas. On pouvait pas s'attendre à ça en fait. Et heureusement que du coup cette série existe, et pourvu que ça dure. D'ailleurs, pourvu que ça dure, on peut, je sais pas, c'est moi je sais, mais je sais pas si on peut le dire. Vous êtes en tournage, je vais faire comme si je savais pas. D'accord. Vous êtes en tournage actuellement? On est en tournage actuellement, mais moi je n'ai tourné qu'une journée pour l'instant. D'accord, oui, parce que vous avez eu le scénario, enfin vous avez eu c'est depuis très peu de temps, c'est ça que ça tourne. Oh non, ça tourne depuis bien 3 semaines déjà. Oui, très peu de temps. Oui, très peu de temps. Oui. Mais pour Scam, c'est presque la moitié du tournage, donc. Ah, c'est vrai. Combien de minutes utiles par jour? Ouais, 16-17. Bref, oh là là, ouais. C'est avec de la qualité. Avec de la qualité, mais parce que. Pour d'autres séries en 17 minutes utiles par jour. Hein. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais bon, oui, c'est vrai. Parce que les choix de l'équipe technique sont dingues. Parce que les choix de l'équipe technique sont dingues, parce que Xavier, le chef opérateur, est complètement fou, parce que David à la réalisation ne lâche rien, parce que les comédiens sont investis, parce que ouais, on est sur des équipes de passionnés, on est sur des équipes très jeunes. Pour beaucoup, c'est des premiers projets. Pour moi, c'était mon tout premier. David, c'est un de ses premiers trucs qu'il réalise. En fait, on a tous envie de faire quelque chose de magnifique, parce que c'est notre première expérience. Moi, en tout cas, c'est ma première expérience face à une caméra. Et t'as envie de t'en souvenir toute ta vie. Et je pense que ouais, c'est de loin le meilleur tournage que j'ai fait pour l'instant. Scam. Un tournage du coup qui sera suivi par d'autres. Est-ce que parce que je sais que l'Actors Factory prend énormément de temps, le tournage de Scam aussi, où j'embrasse d'ailleurs mon ami Alain Bouzik qui vous a rejoint cette saison, qui était dans Clem justement avant. Ah mais Alain Bouzik qui était là saison 3 et 4 aussi. Oui, mais là, ce que j'ai compris cette année, c'est plus important de ce que j'ai cru comprendre. Je ne dirais rien. Mince. J'essayais, hein, mais bon. Du coup, tu m'as perdu. Je savais pas ce que je voulais. Je voulais vous souhaiter, oui, bon courage pour ce tournage, mais surtout savoir s'il y en avait d'autres qui arrivaient. Alors, oui, il y en a d'autres qui arrivent. Mais tu peux pas dire quoi? Je ne peux pas dire quoi. Parce qu'il faut être superstitieux, t'as pas signé. Alors, c'est ça. Mais surtout parce que il y en a un dont je parlerai pas du tout. D'accord. Un projet dont je parlerai pas du tout parce que je n'ai pas envie d'en parler, parce que j'ai envie de le travailler tout seul, et une autre série. Ouais.
Voilà, mais je sais pas si je peux dire pour qui, je sais pas si je peux dire pourquoi. C'est français? C'est français. D'accord. C'est français. Un groupe herdien, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Un groupe herdien. D'accord. Et Tournage en automne, cet été? tournage janvier, février, mars, avril. Donc ça va arriver très vite. Ouais, donc ça va d'accord. arriver assez vite, ouais. Donc tu pourras venir nous revoir pour en parler à ce Et moment-là. bah avec grand plaisir. Maintenant, on va faire un petit tour dans ta série Philly. Alors, je le dis, pour les gens qui regardent en vidéo, vous allez voir la vidéo. Pour les gens qui écoutent, toi, tu vas voir la vidéo. Après, pour les gens qui écoutent, ce sera un petit extrait sonore, puisque du coup, c'est et audio et vidéo. Mais du coup, c'est bien que tu vois la scène quand même, pour donner des réponses construites, bien que les gens entendront un extrait sonore de quelques secondes de cette D'accord. série. Mais je préfère que tu regardes la scène pour nous en donner plus de réponses. J'ai choisi tout d'abord de te faire parler d'une série incroyable, encore une série HBO, donc OCS qu'on embrasse. Une série qui s'appelle Westworld, et j'ai choisi une scène sans grands effets spéciaux, mais une scène que je pense que tu devrais aimer avec Anthony Hopkins, une scène pleine de philosophie de la saison 1 de Westworld. Ouais. You got any stories, friend? Suppose I do. Want to know the saddest thing I ever saw? When I was a boy, my brother and I wanted a dog. So our father took in an old greyhound. Never seen greyhound, have you? No. Seen a few showdowns in my day. Greyhound is a racing dog. Spends its life running in circles, chasing a bit of felt, made up like a rabbit. One day we took it to the park. Our dad had warned us how fast that dog was, but we couldn't resist. So my brother took off the leash, and in that instant, the dog spotted a cat. Imagine it must have looked just like that piece of felt. He ran. Never saw a thing as beautiful as that old dog running. Until at last he finally caught it. And to the horror of everyone, he killed that little cat, tore it to pieces. Then he just sat there, confused. That dog had spent its whole life trying to catch that thing. Now it had no idea what to do. That is one humdinger of a story, partner. Shall we drink to the lady with the white shoes? Voilà, une série diffusée, donc saison 1 et 2 disponibles sur OCS, la saison 3 qu'on attend donc évidemment énormément, ça devrait être du côté de janvier 2020 en simultané avec les US. J'aurai l'occasion de vous en reparler, d'autant plus que des junkets se profilent, et j'aimerais beaucoup vous proposer dans l'entourage des membres du casting de Westworld, mais ça arrivera en même temps que Star Trek, donc on verra, ce sera pour janvier. Comment t'as découvert Westworld? Qu'est-ce que tu aimes dans cette série, et quels sont tes personnages emblématiques? Alors, j'ai découvert Westworld en lendemain de soirée. Ah, très bien. Voilà. Particulier. Complètement particulier, parce que je n'avais pas OCS. Et, Pas bien, ça. Bah, je sais. Je sais. Et OCS qu'on embrasse. OCS qu'on embrasse, évidemment. Donc j'ai découvert OCS chez une amie qui s'appelle Chloé. Et c'est elle qui m'a fait découvrir la série. Elle avait dû mater 1 ou 2 épisodes, et donc on a repris du début ensemble et on a tout maté. Et voilà. C'était quoi la deuxième question? La deuxième question, c'est justement qu'est-ce qui te plaît dans cette série et les personnages qui t'ont le plus scotché. Ah déjà, alors je suis un très grand fan d'Anthony Hopkins. Je suis un très très grand fan d'Anthony Hopkins. Je trouve que c'est un exemple d'acting exceptionnel. Tu vois tout dans ses yeux. C'est vraiment la définition même de l'acteur qui a son sous-texte hyper construit, hyper riche. Tu vois tout ce qui, enfin tu vois dans cette scène, c'est dingue. Toutes ces scènes de monologue, toutes les scènes où il raconte des souvenirs, tu sens qu'il a passé des heures et des semaines et des mois à les bosser avant, parce que quand il en parle, t'as l'impression vraiment de voir tout ce qu'il vit et tout. C'est vraiment un acteur que je trouve phénoménal. Putain, je me perds et du coup j'oublie les questions. Non, justement ce qui te plaisait dans la série, Ouais. les personnages que tu trouvais emblématiques dans cette série que t'aimais bien. Bah, voilà, moi j'ai répondu à la troisième avant la deuxième du coup. Non, ce qui me plaît dans cette série, c'est la thématique. J'adore les sortes de dystopies un peu. Je suis un très grand fan de Philippe K. Dick avec le
livre Ubik et tout, enfin tous ces, je sais pas si je le prononce bien, mais Globalia, tous ces bouquins, c'est des trucs que j'ai bouffé quand j'étais adolescent. J'adorais ce genre de livres, et je trouve que c'est des sujets qui semblent loin, mais qui sont pas si loin, tu vois. Et c'est des trucs où je me dis, mais en fait, dans le pire des cas, on pourrait arriver à des trucs comme ça. Et je trouve ça hyper cool. Et c'est pas si loin que ça du tout, même. Non, mais c'est pas si loin que ça. C'est vrai, quand on voit les informations aujourd'hui, mais c'est dingue. Mais ouais, non, c'est fou. Après, moi, je m'étais fait un peu spoiler Qui a fait ça? De quoi? Mon meilleur pote. Ah, c'est pas cool. Ouais, parce que c'est pour ça pas que Westworld, c'est important de le regarder de manière simultanée le lendemain de la diffusion. C'est ça, mais moi, on m'avait juste spoilé le contexte. Donc on le découvre assez vite, tu vois. Mais on m'avait dit, ouais, regarde cette série-là, c'est trop bien parce que, je le dis pas. Parce que moi, on me l'a fait et j'ai pas aimé. Mais en fait, mais après, c'est ce qui m'a donné aussi envie de la commencer. Bon, on le découvre vite ou on le découvre l'épisode du pilote de toute façon. Donc à la fois, c'est pas un énorme spoil. Donc c'est pas un énorme spoil, mais c'est ce qui m'a donné envie de regarder la série aussi. C'est comme ce mec-là, il avait fait ça aussi avec Lost. Il m'avait parlé de la petite cage. Fais très attention à ce que tu vas dire. Non. Il m'avait parlé de la petite trappe dans Lost. Ça va. C'est tout. Ouais. Mais il m'avait expliqué juste ce concept-là, et c'est ce qui m'avait donné envie de me lancer dans la série, et j'ai bouffé le truc en 3 semaines. Enfin, donc. Je ne saurais que trop vous conseiller de regarder également Westworld, de binge-watcher les 2 premières saisons avant la saison 3 en janvier, en espérant que je puisse vous en parler de manière construite avec le casting. C'est en cours de négociation. On va ensuite aller sur une autre série. Alors là, une série que j'adore. J'ai choisi une scène de la saison 1, puisque c'est une scène emblématique. Encore une fois, vous l'entendrez en sonore, vous pouvez l'avoir en vidéo. Une scène de True Detective. Si vous aimez cette série, il y a un livre qui sort cette semaine, écrit par un certain Kevin Ellerby, avec les discussions avec tout le casting de la série. Voilà, à vous de juger. En tout cas, c'est pas avec Matthew McConaughey que moi j'ai discuté, c'était Stephen Dorff. C'est pour ça, pas de conflit d'intérêt. On va regarder une scène avec Matthew McConaughey et je vais te laisser réagir ensuite sur True Detective, diffusé également sur OCS. People out here, it's like they don't even know the outside world exists. Might as well be living on the fucking moon. There's all kinds of ghettos in the world. It's all one ghetto, man. Giant gutter in outer space. Today, that scene, that is the most fucked up thing I ever caught. Ask you something. You're Christian, yeah? No. Well, what do you got the cross for in your apartment? It's a form of meditation. How's that? I contemplate the moment in the garden, the idea of allowing your own crucifixion. But you're not a Christian, so what do you believe? I believe that people shouldn't talk about this type of shit at work. Hold on. 3 months we've been together, I get nothing from you. Today, what we're into now, do me a courtesy, okay? I'm not trying to convert you. Look, I'd consider myself a realist, all right? But in philosophical terms, I'm what's called a pessimist. Okay, what's that mean? It means I'm bad at parties. Voilà, Matthew McConaughey donc dans True Detective, la saison 1, une saison formidable, une saison 2 un peu plus faible, c'est pour ça qu'ils ont mis du temps à revenir, ils sont revenus avec une saison 3 incroyable, et donc dans mon livre je vous conseille donc cette discussion avec Stephen Dorff qui est un acteur ô combien formidable de cette saison 3. Tu l'as vu la 3 aussi? Non. Faut que tu la vois, elle est vraiment dingue. J'ai pas vu la 2 non plus. Mais t'as vu la 1? J'ai vu que la 1. C'est la plus fédératrice, ouais. Alors du coup parle-nous de ce qui t'a plu justement dans la 1. Ce qui m'a plu dans la 1, en fait, ouais, j'allais reparler d'acteur, mais parce que voilà, moi c'est ma passion et c'est pour ça que t'es là. Parce que Matthew McConaughey, c'est un malade aussi, je sais pas, il me scotche en fait à chaque fois, même sur une scène comme ça, il me tue parce que il y a plein de trucs dans lesquels je me suis retrouvé dans True Detective. Je sais qu'on dirait pas, mais je suis très pessimiste aussi comme personne. J'ai sans la carapace de ce personnage-là, mais j'ai un peu ce fond de pensée
sur notre société actuelle. Voilà. Et non, mais C'est pas être pessimiste, c'est être réaliste. c'est être réaliste, voilà, c'est ce qu'il dit, enfin, c'est ce qu'il dit, quoi. Et donc ça, et en fait, je trouvais ça génial, ce qui m'a beaucoup plu dans cette série, c'est que je trouvais ça génial d'avoir une sorte de, il y a tellement de clichés. Tu vois ce que je veux dire, le duo de flics qui s'entend pas, les histoires de tromperie, les trucs, il y a tellement de trucs où tu pourrais dire, mais c'est vraiment les clichés d'une série policière, si on me la raconte, je la regarderai jamais. Mais ça marche si bien grâce aux acteurs qui sont exceptionnels, ça marche si bien parce que c'est pareil, la réalisation est folle et l'intrigue aussi, l'intrigue qui te prend, mais Ouais. je veux dire, j'ai commencé True Detective, j'ai tout maté en une nuit, quoi. J'ai pas. Ah ouais, la saison intégrale, les 10 ouais. Les 8 Les 8. 8 épisodes, ouais, 8 Ah fois ouais. 55. Je crois que j'ai commencé vers 16h, un truc comme ça, et je me suis pas couché avant d'avoir terminé, quoi. On va écouter un dernier extrait d'une de tes séries. Auparavant, j'aimerais te faire réagir puisque évidemment, on manque de temps comme d'habitude dans mes émissions. Ah non. Donc si, je vois, je me fais gronder en régie. J'aimerais quand même te faire réagir sur certaines séries. Alors si tu peux dire quelques mots rapides. Donc on a parlé donc de Westworld, de True Detective. Tout à l'heure, je disais en introduction que Scam me faisait beaucoup penser dans certaines scènes d'amour entre toi et Axel à Euphoria. Ça, c'est un compliment de fou, ça. Ouais, Euphoria qui est une grande série queer, mais pas que, qu'on a découvert cet été, une série très très populaire et tant mieux, alors que ça aurait pu être série de niche. Quelques mots sur Euphoria et ce que tu aimes dans cette série. Alors Euphoria, j'ai découvert ça un mercredi matin chez un de mes jeunes coachs chez Ami qui s'appelle Titouan Gauthier, que j'embrasse d'ailleurs. Tu connais? Oui. C'est vrai, c'est génial. Et ben voilà, Titouan Gauthier qui est un être humain formidable. Et j'ai passé une soirée chez lui, j'ai dormi là-bas et le matin on s'est maté. Il m'a dit ouais, t'as maté Euphoria? Je dis non. Il me dit bah j'ai tout maté hier, mais ça me dérange pas de tout me remater aujourd'hui. J'ai dit t'es sûr? Et pareil, on s'est tout fait. Ah, tu t'es tout vu en un bloc? Quelle chance! Ouais. Tout vu en un bloc, j'ai eu trop de chance parce que en gros je suis passé à côté de l'info pendant le temps que tout sorte en fait, et du coup j'ai pu me mater les 10 d'un coup. Zendaya incroyable. Waouh. Et cette scène de prologue aussi, et ces scènes de bad trip et tout, c'est probablement pour moi le meilleur prologue qu'on ait eu de série depuis longtemps. Et déjà, et en plus pour avoir joué un personnage bipolaire dans Scam, je trouve que toute après c'est une histoire d'association entre l'actrice et la réalisation. Malgré qu'elle soit excellente, la réal joue beaucoup dans ses enchaînements de scènes. Mais la scène où elle tape sa phase, où elle se prend pour une détective et tout là, mais elle est bluffante, quoi. Elle est vraiment, vraiment, vraiment bluffante. Du coup, tant mieux que t'aies pas vu cette série avant d'interpréter le rôle d'un bipolaire, parce que tu te serais, voilà. Complètement, voilà, tu vois. Et ça t'a pas fait peur de regarder alors que t'avais interprété ce rôle-là? Par contre, tu t'avais dit pop, je veux pas voir. Je savais pas qu'elle était bipolaire dans la série. Mais une fois que tu l'as vu, tu t'es pas dit pop, je veux pas voir. T'as voulu continuer quand même. J'ai voulu continuer, mais parce que j'ai trouvé que son interprétation, elle était 1000 fois supérieure à la mienne. Elle est dingue. C'est très différente. Chaque interprétation, Axel, ma interprétation est différente. Oui, ça c'est vrai. Non, mais je l'ai trouvé particulièrement excellente dans ces scènes-là. Et j'ai oublié le nom de l'autre actrice, mais que j'ai trouvé aussi pour un premier. C'était comment elle s'appelle? Non, merci, on l'a oublié. T'as oublié aussi. Bon, voilà. Bon bref, mais je l'ai trouvé aussi exceptionnellement douée et pour pareil, je crois que c'était son premier tournage. Et honnêtement, j'étais scotché parce qu'elle est vraiment aussi hyper talentueuse. Et voilà. Très bien, on va les trade parce que je veux lancer quand même un extrait de Peaky Blinders avant qu'on se quitte. Mais je ne peux pas ne pas te faire réagir sur que ça m'embête parce qu'il y a quand même deux. C'est pas grave. How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. J'avais choisi un extrait de Barney, mais encore une fois, on manque de temps. How I Met Your Mother, qui est une série qui s'est arrêtée il y a quelques années, mais pourtant qui est toujours un best-seller par les Barney Codes, etc. dans les librairies. Alors, quelques mots sur cette série, ton approche, personnage préféré? Cette série, en fait, j'ai maté ça. J'étais avec une fille qui s'appelait Élise et on se matait. On embrasse Élise. On embrasse Élise. Et on se matait. En fait, on se matait cette série un peu le soir. On se chillait, on foutait un peu rien et on la matait. Et en fait, on se la matait. On faisait saison 1 à 9. Bam, saison 1 à 9, saison 1 à 9, saison 1 à 9. Et je crois que je l'ai maté en tout plus d'une quinzaine de fois. Toutes les saisons, mais vraiment à la suite. On en arrivait même à des stades où on disait vas-y, épisode 3, saison 17, épisode 17, saison 3, machin. On connaissait tout par cœur. Et en fait, moi, How I Met, c'est ma série genre bonne humeur, quoi. C'est les lendemains de cuite, c'est les petites phases de déprime, les petites machins, l'arrivée de l'hiver, tu te mets à How I Met, c'est mieux qu'un feu de cheminée. Donc j'ai l'impression que tu découvres beaucoup de séries ou en lendemain de cuite ou en phase de déprime, mais je ne peux que comprendre. C'est pas vrai, maman. On me dit à l'oreillette que l'actrice qui est la partenaire de Zendaya, donc dans cette formidable série Euphoria, c'est Hunter Schafer. Voilà, Hunter Schafer, putain. Avec ce thème donc d'une actrice transgenre qui n'est pas évoquée dans la série, et merci Euphoria pour ça. C'est pour ça qu'elle fait partie de série queer, parce que c'est pas un sujet. Ça l'est, mais c'est ça qui est génial. Et ça, comme dans Scam, au final, c'est pas un sujet.
tu vois. Voilà. Ça fait du bien, putain, des Tu séries. comprends pourquoi je Bah oui, le lien je comprends. Eh oui. Alors attention, là pareil, tu vas hurler d'avoir que quelques minutes pour en parler, Ah non, et mon je Dieu. le comprends. Tu vas me parler de The Tree of Life. Non, je vais te ça va. parler de quoi est ce fameux logo de ta série La Radio est inspiré donc de Breaking Bad. Ouais. On peut pas ne pas parler de Breaking Bad, Non. évidemment série ô combien importante de ces dernières années. On fera des retours là-dessus. Quelques mots du coup sur Breaking Bad. Comment t'as découvert la série? Comment j'ai découvert Toujours intéressant de savoir non, mais non. Alors ce qui t'a plu dans la série plutôt. C'est pareil, encore une fois, putain. Non, en plus, je dis des conneries. Breaking Bad, c'était mon ancienne coloc qui s'appelle Julie Georges, que j'embrasse aussi très très fort parce qu'elle me manque, elle est à New York. Et, Donc les séries se découvrent avec toi, c'est le partage, parce que c'est tu le découvres partage. beaucoup Ah ouais, avec des gens. Je découvre beaucoup avec des gens. Je découvre énormément avec des gens. Et parce que je suis très rarement seul et que je vois beaucoup mes amis tout le temps. Breaking Bad, c'est à regarder parce que scénaristiquement, c'est une perle. Je l'ai fait rapide. Hein. Mais encore une fois, je vais revenir sur les acteurs parce que moi, c'est un truc qui me tue. Le duo d'acteurs de Breaking Bad, c'est la quintessence de ma méthode d'acting en fait. C'est vraiment ils sont phénoménaux. J'ai énormément appris en matant Breaking Bad en termes là je parle en termes de technique, en termes de technique de jeu, en termes d'illustration de choses que j'avais fait en cours, que j'avais vu en cours à l'écran. Tout ce qui est tâche indépendante, tout ce qui est, bref, je vais pas m'étaler sur les méthodes, mais c'est vraiment une série où les acteurs sont exceptionnels et ils sont vraiment complets. C'est vraiment des acteurs de méthode, c'est des acteurs de voilà. Et bon, bref, et la série est magnifiquement réalisée et c'est voilà, c'est ça, c'est du cliffhanger à fond, c'est la formule magique quoi, Breaking Bad. Je suis quand même d'accord. On va lancer un dernier extrait avant qu'on conclue. On va le mettre ici en studio 15 secondes de manière vraiment à ce que tu sois parce que je veux vraiment conclure sur cette série-là. Ok. C'est Peaky Blinders. Ouais. Je me permets juste de dire par rapport à ce que tu viens de dire que ça rejoint ce que je disais, la Ctos Factory ressemble puisque ça ressemble, c'est un peu ce que tu dis, de Breaking Bad, au Group Theater. Moi, je pense à du Marlon Brando, je pense à du Lee Strasberg, qui n'est pas du théâtre. Et vraiment, je pense que ça se rapproche que vous êtes l'acteur studio de nouvelle génération. Et je dis ça avec tout l'amour que j'ai pour le Group Theater. Ça, j'y crois et j'espère. Ouais. Je te le dis. Un extrait de Peaky Blinders rapide et puis ensuite on évoque cette série. Ouais. Extrait rapide évidemment qui sera plus long dans le. Non, Peaky Blinders, donc c'est la première fois que tu le découvres en français, mais je dois aussi penser à nos auditeurs. Bien donc sûr. c'est pour ça, bien entendu. Mais matez les trucs en VO. Oui, bordel merci. de merde, parce que c'est vrai, ça tue un jeu d'acteur de mettre une double voix par-dessus. Ça tue un jeu d'acteur et on est d'accord que c'est 50% seulement ça enlève 75% même peut-être de. Complètement. Parce qu'en plus, un bon acteur normalement, même si vous enlevez le son, vous devez comprendre ce qu'il est en train de dire. Donc la langue, c'est pas important. Je suis d'accord. Regardez des séries en VO, arrêtez avec les séries en français. Ouais. Peaky Blinders, du coup, quelques mots sur cette série, comment tu l'as découvert, pourquoi, alors on va faire autrement sur cette question-là, pourquoi est-ce que les gens devraient regarder Peaky Blinders, les jeunes qui te suivent surtout, pourquoi est-ce qu'ils devraient regarder c'est con parce que là j'aurais dit, là j'avais, tu vois, moi alors fais les deux. Je fais les deux. Parce Alors que si c'est toi qui le fais, je vais pas me faire en pourquoi les jeunes doivent regarder? Parce que déjà, ça parle d'une période historique un peu oubliée. Quelque part, la période de l'entre-deux-guerres où on nous parle tout le temps des 30 glorieuses et des machins, mais en fait c'est cool aussi de voir ce qui se passait dans voilà le milieu populaire, typiquement à Birmingham ou ce genre de trucs, c'est hyper intéressant. En termes de réel, c'est vraiment une folie cette série. La lumière aussi. Et la lumière, non mais tout, c'est vraiment bluffant, toutes les scènes au ralenti, tous les trucs, c'est dingue. Les acteurs, encore une fois, les deux frères, c'est Cillian Murphy et je suis une chèvre en nom d'acteur. Merci parce que moi du coup je peux pas rembrayer. Bah voilà, putain, bon bref. Non mais par contre Breaking Bad, tu vois, si c'est vraiment Peaky Blinders, pardon, c'est vraiment une série dans laquelle j'aurais rêvé de jouer. Et quel personnage? Le personnage de... C'est une blague, j'ai regardé un épisode hier. Le personnage joué par Cillian Murphy, le personnage si quand tu dis ça, c'est bon là. Mais attends, parce que ce genre de format peut réussir à arriver en France. Arte notamment aime produire ce genre de fiction à costume qui coûte pas si cher que ça au final à partir du moment où il n'y a pas énormément de figurants, etc. Donc l'appel est fait à Arte, à mon avis, il serait ravi de t'avoir là-dedans. Ce serait sympa. D'ailleurs, j'ai passé un casting pour eux lundi. D'accord. Et ils m'ont oublié. C'était lundi. On peut pas dire quand puisque du coup les bisous. On est lundi. C'était un lundi matin. Et en gros, je me pointe au truc et tout. J'ouvre la porte. Bonjour. Et non, il y a personne. Bon du coup, je me suis barré. Donc je le passe lundi prochain. Mais c'est pour un truc. Tu n'as pas pu passer. Non, je l'ai pas passé. J'avais pas compris. Ils ont oublié. Ils sont pas venus. D'accord, ok. Et donc je le passe lundi prochain. Mais c'est pour un truc d'époque comme ça aussi. Mais c'est quand même le rôle qu'incarne Cillian Murphy dans Peaky Blinders, je le trouve dingue. Déjà, ce mec, c'est un dieu grec tellement il est beau.
Enfin, je suis tellement jaloux. Et tout quoi, les costumes, les machins, le délire du gang avec leur, enfin bref. Il y a des excellents bars Peaky Blinders à Paris qui s'appellent le Shelby d'ailleurs, qui reprennent les thèmes de. Et Tommy Shelby, putain, voilà. Voilà. Et les bars s'appellent le Shelby. Donc il faudra que je te donne certaines adresses, bien que évidemment la consommation d'alcool soit dangereux et à voir avec modération. Merci Maxence d'avoir été avec nous pour ce premier numéro d'Entourage. Ça fait longtemps qu'on voilà. Donc il faudra que tu reviennes. Ah mais oui, c'est vrai, je suis hyper honoré, je suis le premier. Mais t'es le premier, t'es le parrain, t'es le parrain. Donc il faudra que tu reviennes parce que du coup il y a des séries là. On n'a pas parlé donc de Breaking Bad. Je vais montrer les scènes. On n'a pas parlé d'How I Met Your Mother. Et on n'a pas parlé de cinéma, putain. On n'a pas parlé de cinéma, mais plutôt une émission sur les séries. Voilà, il faut que j'arrive à rembrayer, sinon au niveau éditorial je vais me faire regarder. Très bien ça. Mais qu'est-ce que je dirais, il faudra que tu reviennes puisque du coup tu m'as dit qu'il y avait des tournages en début d'année, donc oui. Ce qui veut dire là il y a du tournage jusqu'en avril là, donc ce qui veut dire peut-être petite promo en fin de saison 2020. Petite promo de quoi? Petite promo. Il y a Scam déjà, mais il y a aussi les autres séries. Je sais pas s'il y aura de la promo, mais Scam. Alors, on prend le pari que tu reviens pour Scam. Et déjà je reviendrai pour Scam et je reviendrai pour tout. Je suis très bien ici, c'est cool. Écoute, c'est trop bien Maxence. Ouais. Merci de m'avoir fait ce cadeau d'être en parrain. Ça fait longtemps qu'on se tourne après. Donc je rappelle donc que tu es actuellement au tournage de Scam, donc ça arrive. Tu nous as dit qu'il y avait d'autres projets aussi, mais ça ce sera pour le début d'année. Donc on verra. Allez surveiller les réseaux de Maxence, d'autant plus qu'il partage pour te suivre sur Instagram tes goûts cinéma, tes goûts séries. Puis c'est plus intéressant que de suivre certains influenceurs, etc. Donc allez suivre, vraiment allez suivre Maxence parce que c'est super intéressant ce qu'il partage. Il aime le cinéma classique, ça se voit, ça se ressent sur ses réseaux et c'est chouette. Et en plus t'aimes des séries de qualité. Et donc c'est cool que je pense qu'il y a plein de jeunes qui vont aller voir ces séries-là. Cool. Donc t'as donné envie au moins à une bonne centaine de personnes là d'aller voir Peaky Blinders. Et ça c'est bien. J'ai dit une bonne centaine au minimum. J'espère évidemment que 1000 personnes vont regarder Peaky Blinders, 1000 autres Breaking Bad, 1000 autres How I Met Your Mother. Et évidemment tout le monde Scam. Surtout ces épisodes-là. Si vous ne regardez pas Scam, que vous avez peut-être un petit peu peur de cette série qui a l'air ado, etc. Vous l'avez vu. C'est avec des acteurs construits, des scénarios construits, des équipes techniques construites. Donc allez-y. C'est une série qui fait date et qui sera importante dans la représentation LGBT. Une série qui devient déjà culte en 4 saisons sur 2 années de diffusion. C'est exceptionnel et moi-même j'ai regardé cette série avec peut-être des a priori, mais comme j'ai beaucoup d'amis dedans et j'ai été bluffé, transporté par la technique, par le jeu des comédiens et par l'histoire. Donc regardez vraiment Scam qui vous bouleversera tout autant qu'un Euphoria peut vous bouleverser.